En juin 1924, près de la rivière Leine en Allemagne, des enfants passent leur après-midi au bord de l'eau et s'apprêtent à faire une macabre découverte. Alors qu'ils s'amusent sur les berges boueuses, ils tombent nez à nez avec des ossements. Est-ce que ce sont les restes du cadavre d'un animal qui aurait été abandonné ici au bord de la rivière ? Après tout, en plein milieu de Hanovre, les gens jettent vraiment n'importe quoi. La découverte d'un crâne vient rapidement répondre à la question qu'ils se posent. Ce sont bien des restes humains. La police et les médecins appelés sur place estiment rapidement qu'il appartient à un jeune homme d'environ 20 ans. Mais ce n'est que le début. Car dans les jours qui suivent cette première découverte, d'autres restes humains font surface. Et la plupart appartiennent à de très jeunes hommes. Il ne faudra pas longtemps à la police pour faire le rapprochement entre ces découvertes de restes humains et les nombreuses disparitions de jeunes adultes ayant lieu à Hanovre depuis plusieurs années. Les enquêteurs, aidés par les habitants de la ville, commencent alors à fouiller les berges de la Leine. Bien entendu, ils s'attendaient à y trouver des ossements, mais la quantité découverte, elle, dépasse l'imaginable. Plusieurs centaines d'ossements humains sont repêchés dans la rivière. Les analyses établissent qu'ils appartiennent à plus d'une vingtaine de victimes différentes. Au cœur de cette affaire se trouve un homme. Un homme que l'Allemagne entière allait bientôt connaître sous le nom de boucher de Hanovre. Fritz Haarmann naît à Hanovre en 1879 dans une famille modeste de 6 enfants. Discret et solitaire durant son enfance, il se désintéresse des activités considérées comme viriles à l'époque, le sport étant un exemple parmi tant d'autres. Il préfère jouer avec les poupées de ses sœurs ou encore faire de la couture. À l'école, ses résultats sont médiocres. C'est à 16 ans que son père le soupçonne d'être impliqué dans un meurtre, celui d'un cheminot accusé d'abus sur mineur. L'histoire ne dit pas si Fritz en a été la victime, mais on peut légitimement se poser la question. Convaincu de la culpabilité de son fils, Friedrich, son père, le dénonce sans hésiter à un magistrat. Mais l'affaire est finalement classée sans suite. Dire qu'il n'est pas l'enfant préféré de sa fratrie serait un euphémisme. Sous la pression familiale en 1895, Fritz Haarmann intègre une académie militaire à Neuf-Brisach en Alsace, alors allemande à cette époque. Si dans un premier temps, il semble bien s'adapter à la discipline militaire et obtient même de bonnes évaluations, ça ne durera pas. Après seulement 1 an, il commence à souffrir de violentes crises d'épilepsie avant de se faire réformer pour raisons médicales. De retour à Hanovre, Fritz Haarmann tente de reprendre une vie normale et, sans grand enthousiasme, trouve un emploi dans la petite fabrique de cigares familiale. Mais derrière cette façade banale, presque ennuyeuse, quelque chose de plus sombre se cache et ne tarde pas à inquiéter les autorités. En 1898, Haarmann est arrêté pour agression sexuelle sur des enfants. Jugé mentalement irresponsable par des psychiatres, il est interné dans un établissement pour une durée indéterminée. Notre histoire aurait pu s'arrêter là, entre les 4 murs d'un asile d'aliénés, mais c'était sans compter sur le fait que 6 mois plus tard, Fritz Haarmann parvient à s'échapper. Il fuit la ville et ira se cacher en Suisse, où pendant près de 2 ans, il travaille discrètement chez un cousin. Malgré son passé, il réussit à obtenir un certificat officiel de bonne conduite délivré par le bourgmestre local. Il faut dire que personne ne savait réellement qui il était. Lorsqu'il revient en Allemagne, Haarmann parviendra encore à contourner le système. Il se réengage dans l'armée sous une fausse identité. Et s'il peut cacher son vrai nom, il en est autre chose pour sa condition médicale. En 1902, ses crises d'épilepsie réapparaissent, ce qui le conduit à se faire réformer une nouvelle fois. Mais ce coup-ci, il touchera une pension militaire complète. De retour chez ses parents, il reprend pour quelque temps le travail dans l'entreprise familiale. Mais la situation dégénère rapidement. Après une violente dispute avec son père qui se termine en bagarre, Fritz est arrêté pour agression et renvoyé devant la psychiatrie. Contre toute attente, les médecins concluent cette fois qu'il ne présente aucun signe d'instabilité mentale. Les charges sont abandonnées et Haarmann ressort libre. Peu après, il tente d'ouvrir son propre petit commerce, mais l'entreprise fait rapidement faillite. Pendant que sa vie semble partir lentement à la dérive, personne n'imagine encore ce qui se passera bientôt à Hanovre. Car durant les 10 années qui suivent, Fritz Haarmann s'enfonce peu à peu dans la criminalité. Vol, cambriolage, escroquerie, il vit de petites combines et multiplie les séjours en prison. Mais derrière cette existence misérable, Haarmann comprend quelque chose d'essentiel. Pour survivre, il doit devenir utile.
Alors progressivement, il se rapproche de la police et commence à travailler comme indicateur. Un rôle parfait pour lui. Il connaît le milieu, les combines, les petits truands. Alors il fournit sans rechigner des informations aux forces de l'ordre. C'est en fréquentant les commissariats, discutant avec les agents, qu'il détourne peu à peu les soupçons qui pourraient peser sur lui. Avec le temps, certains policiers finissent même par le considérer comme une source fiable. Il reste un homme louche, certes, mais utile. Mais ne croyez pas pour autant que son statut d'indicateur lui offre une grande impunité. Car en 1914, Fritz Haarmann est de nouveau condamné pour une série de vols et d'escroqueries. Il est envoyé en prison alors que l'Europe bascule dans la Première Guerre mondiale. Il passera les 4 années de guerre entre les murs d'une prison et quand il retrouve finalement la liberté en 1918, l'Allemagne qu'il retrouve est méconnaissable. Le pays vaincu s'enfonce dans la misère, le chômage et le chaos. L'Empire allemand s'effondre, le Kaiser abdique et la jeune République de Weimar doit faire face à une situation catastrophique. Le traité de Versailles impose de lourdes réparations de guerre tandis que l'économie est déjà exsangue. Le chômage explose, la pauvreté se généralise et les tensions politiques deviennent permanentes. La situation atteindra son paroxysme en 1923 avec la crise de l'hyperinflation. La monnaie allemande s'effondre alors à une vitesse vertigineuse. Les prix doublent parfois en quelques jours, des salaires entiers ne permettent plus d'acheter un simple repas et certaines familles utilisent les billets de banque comme combustible tant ils ont perdu de valeur. Des millions d'Allemands voient leurs économies disparaître du jour au lendemain. Et dans les grandes villes comme Hanovre, la misère pousse de nombreux jeunes à quitter leur foyer pour chercher du travail ou simplement tenter de survivre par d'autres moyens. Les gares se remplissent de fugueurs, d'orphelins, de chômeurs et de marginaux. Cet environnement est une aubaine pour Fritz Haarmann. Il replonge alors dans ses activités illégales, mais tout en continuant à collaborer avec la police. Nouvelle époque, même vie qu'avant la guerre. Il reste bien caché sous les yeux des autorités. Il n'éveille jamais suffisamment leur méfiance pour être lié à une quelconque affaire. Mais c'est en septembre 1918 que la macabre série des crimes de Fritz Haarmann commence. Sa première victime connue est un adolescent de 17 ans nommé Friedel Roth. Lorsque le jeune homme disparaît, plusieurs témoins déclarent à la police l'avoir vu pour la dernière fois en compagnie de Fritz Haarmann dans un café du centre-ville. Celui-ci était bien habillé et prétendait être détective ou policier, toujours les mêmes petites combines. Sous la pression de la famille de Roth, les enquêteurs finissent tout de même par fouiller le logement du suspect. En arrivant sur les lieux le jour de la perquisition, ils découvrent Haarmann en compagnie d'un adolescent à moitié nu. Il est arrêté pour agression sexuelle et condamné à 9 mois de prison. Pourtant, son incarcération n'interviendra qu'en 1920. Encore une fois, les failles du système jouent en sa faveur. Si l'appartement a bien été fouillé, la police est passée à côté d'un détail et pas des moindres. La disparition de Friedel Roth aurait pu mettre fin à l'histoire du boucher de Hanovre avant même qu'elle ne commence. Selon les aveux que Fritz Haarmann fera bien plus tard, les policiers seraient passés ce jour-là à quelques centimètres seulement de la tête de la victime, sans jamais la découvrir. Ils l'avaient cachée derrière son poil, enveloppé dans du papier journal. Mais officiellement, le corps de Friedel Roth n'a jamais été retrouvé. L'année suivante, en 1919, Haarmann fait la rencontre d'un jeune fugueur nommé Hans Granz, et ils deviennent rapidement amants. À ce stade du récit, vous vous posez certainement une question. Alors oui, à cette époque, l'homosexualité masculine est toujours illégale en Allemagne. Mais dans les grandes villes de la jeune République de Weimar, les autorités ferment parfois les yeux, surtout lorsqu'il s'agit de personnes déjà connues de leur service. Haarmann, qui travaille régulièrement comme indicateur pour la police de Hanovre, semble ainsi bénéficier d'une étonnante indulgence, malgré son passé judiciaire déjà chargé. La réalité se révèle souvent être plus compliquée que la simple application d'une loi. Hans Granz va bientôt prendre une place centrale dans le sombre univers du boucher de Hanovre. Haarmann, quant à lui, finit par purger sa peine pour agression sur mineur entre mars et décembre 1920. Et puisque ce récit défie toute logique, à sa sortie de prison, il réussit encore une fois à regagner la confiance de la police, qui le réintègre comme indicateur. Peu de temps après, Haarmann s'installe dans un nouvel appartement au 27 Sellerstrasse. Et c'est ici que son univers commence réellement à se refermer. Hans Granz fréquente régulièrement le logement. Le jeune fugueur partage désormais une relation étroite avec Haarmann, même s'il continue officiellement à vivre chez sa maîtresse
Ellie Schulz, une prostituée qui l'entretient financièrement. Pendant ce temps, autour de la gare centrale de Hanovre, des jeunes hommes continuent de disparaître. Derrière les murs de l'appartement occupé par Arman, personne ne sait encore ce qui est en train de se dérouler. Il vit maintenant dans une petite mansarde de la rue Roterhaie. Un logement exigu qui deviendra bientôt l'un des endroits les plus macabres que l'histoire criminelle allemande n'ait connu jusqu'ici. Les victimes d'Arman ont des profils assez similaires. Jeunes fugueurs, adolescents livrés à eux-mêmes, parfois aussi des prostituées qui errent autour de la gare centrale de Hanovre. Toujours des très jeunes hommes, pauvres, isolés, faciles à faire disparaître dans l'Allemagne chaotique de l'après-première guerre. Personne ne viendra chercher la plupart d'entre eux. Les victimes s'enchaînent les unes après les autres. Et les enquêteurs ne découvriront pas une ou deux victimes, non. Ils découvriront une génération entière de jeunes hommes disparus. Friedel Rothe, 17 ans, Fritz Franke, 17 ans, Adolf Annapel, 17 ans aussi, puis il y a eu Karl, Ernst, Wilhelm et le petit Friedrich qui n'avait que 10 ans. À mesure que les mois passent, les noms s'accumulent jusqu'à former une liste interminable. Certains étaient apprentis, étudiants, d'autres fugueurs, et d'autres encore étaient simplement à la recherche d'un travail ou d'un endroit où dormir. Mais la plupart n'avaient même pas 20 ans. Pendant 2 ans, leurs disparitions sont traitées comme de simples fugues. Si les âges, les noms et la quantité de victimes sont déjà des données glaçantes, le mode opératoire de Fritz Arman poussera ce récit encore davantage vers l'enfer qu'il infligeait à ses proies. Selon plusieurs témoignages et rumeurs de l'époque, Arman les attirait jusqu'à dans son appartement avant de les assassiner, souvent en les mordant sauvagement à la gorge, ce qui lui vaudra aussi le surnom de vampire de Hanovre. Après chaque meurtre, les corps sont méthodiquement démembrés, puis les restes sont jetés dans la rivière Leine qui traverse Hanovre. Pendant ce temps, les vêtements, chaussures et objets personnels des victimes sont revendus au marché noir ou conservés par Arman et son jeune amant Hans Granz. Une autre rumeur, encore plus sordide, circulera aussi à son propos. Certains habitants affirment qu'Arman revendait de la chair humaine en la faisant passer pour du porc. C'est cette accusation qui contribuera largement à sa réputation et à son surnom de boucher de Hanovre. Aucune preuve ne permettra jamais de confirmer cette accusation, mais elle participe activement au roman folklorique autour du boucher assassin. Avec la situation économique que traverse la République de Weimar, le marché noir est très actif et les pénuries de nourriture ne sont pas rares. Ce genre de rumeurs trouve alors une certaine logique dans le contexte de notre histoire. Déjà avant son arrestation et l'exposition publique de l'affaire dans la presse, sa réputation commence à se faire dans les rues de Hanovre. Et Fritz Arman se voit affublé d'une aura terrifiante. Un défilé constant de jeunes hommes qu'on ne revoit jamais, la revente d'objets et le trafic de viande, il n'en faut pas plus au voisinage pour créer le mythe du boucher de Hanovre. Et sa chute commence au printemps 1924. En mai puis en juin, des ossements humains qu'il avait jetés dans la rivière Leine commencent à réapparaître en aval de Hanovre. Rapidement, l'affaire prend de l'ampleur et la police décide alors de draguer la rivière. Au total, plus de 500 os humains sont repêchés. Les analyses confirmeront qu'ils appartiennent à au moins 22 victimes différentes. Et très vite, les soupçons se tournent vers Fritz Arman. Son passé d'agresseur sexuel, son nom déjà lié à la disparition de Friedel Rothe en 1918, ses liens étroits avec les milieux marginaux autour de la gare, tout finit par remonter jusqu'à lui. Alors la police le place discrètement sous surveillance. Dans la nuit du 22 juin 1924, des agents l'aperçoivent rôdant dans la gare centrale de Hanovre, manifestement à la recherche d'un nouveau jeune homme isolé. Mais Arman comprend presque immédiatement qu'il est observé. Reconnaissant les policiers, il tente une dernière fois de manipuler l'enquête en désignant un jeune marginal comme suspect. Sauf que le garçon terrifié retourne immédiatement l'accusation contre lui et affirme qu'Arman l'a violé. Cette déclaration donne enfin aux enquêteurs une raison légale de perquisitionner son logement. Les policiers investissent alors sa mansarde de la rue Roterhaie. À l'intérieur, ils découvrent des vêtements et des effets personnels appartenant à plusieurs jeunes hommes disparus. Et surtout, d'immenses traces de sang sur les murs. Arman tente de se justifier en expliquant qu'il pratique illégalement le commerce de viande. Même si c'est une activité illégale, passer pour un assassin serait bien pire, non? Mais cette fois, le masque est bel et bien tombé. Arman ne s'en sortira plus. Pendant les interrogatoires, il avoue rapidement les viols, les meurtres et le démembrement de jeunes hommes depuis 1918. Quand les enquêteurs lui demandent combien de victimes il a faites, Arman répond froidement
quelque chose entre 50 et 70. Malgré cette confession, la police ne pourra relier officiellement Harman qu'à 27 disparitions. Un détail particulièrement troublant restera longtemps dans les dossiers de l'affaire. Seul un quart des objets retrouvés dans son appartement seront identifiés comme appartenant à des victimes connues. Combien de victimes le boucher a-t-il réellement faites? Sa déclaration était-elle vraiment si exagérée? Et qu'en est-il de la tête de sa première victime qu'il avait cachée chez lui? Cette histoire vient essentiellement des aveux de Harman après son arrestation. Il aurait affirmé qu'au moment de la perquisition de son appartement en 1918, les policiers seraient passés juste à côté de la tête de Friedel Rothe. Le problème est qu'il n'existe pas de preuves indépendantes confirmant ce récit. Et avec les dires d'Harman, il vaut mieux prendre des pincettes. Il a beaucoup avoué, c'est vrai, mais il a aussi parfois exagéré. Il prenait un malin plaisir à choquer ses interlocuteurs et plusieurs de ses déclarations étaient tout simplement impossibles à vérifier, notamment celle-là. La tête était-elle vraiment là? L'avait-il cachée ailleurs? Est-ce que le boucher de Hanovre a simplement inventé ce détail pour humilier la police et renforcer sa propre légende? Le procès de Fritz Harman s'ouvre le 4 décembre 1924. Face au juge, il est accusé du meurtre de 27 garçons et jeunes hommes disparus entre 1918 et 1924. Très vite, l'affaire dépasse largement le simple cadre judiciaire. L'Allemagne entière suit le procès avec fascination et horreur. À une époque où le terme tueur en série n'existe pas vraiment encore, la presse tente de trouver des mots pour décrire ce personnage devenu un monstre aux yeux du public. On le surnomme tour à tour le vampire de Hanovre, l'homme-loup ou encore le loup-garou. Des appellations presque fantastiques tant l'ampleur des crimes commis paraissent inimaginables. Car il est parfois plus simple de déshumaniser les criminels. C'est une façon pratique de dissocier l'horreur de la nature humaine. Mais une chose très terre-à-terre scandalise peut-être encore davantage l'opinion publique. C'est le rôle de la police dans toute cette affaire. Pendant des années, Harman a travaillé comme indicateur pour les autorités de Hanovre alors que son passé d'agresseur était pourtant parfaitement connu. Certaines victimes avaient même été vues pour la dernière fois en sa compagnie et malgré ça, il n'a jamais été réellement inquiété. Le procès durera un peu plus de 2 semaines avant que le 19 décembre 1924, Fritz Harman soit reconnu coupable de 24 meurtres et condamné à mort. Il est acquitté pour 3 autres assassinats qu'il continue de nier, même si plusieurs objets appartenant aux victimes ont été retrouvés en sa possession. Harman ne fera jamais appel de la décision rendue. Le 15 avril 1925, il est exécuté à la guillotine par le bourreau Karl Gröppler. Quelques instants avant sa mort, il déclare simplement « Je me repens, mais je n'ai pas peur de mourir ». Mais une question reste en suspens. Si vous avez suivi attentivement ce récit, vous avez remarqué que Fritz n'était pas seul dans sa macabre épopée. Qu'est devenu Hans Granz? Après l'arrestation de Fritz Harman, les enquêteurs s'intéressent rapidement à son jeune amant, soupçonné d'avoir joué un rôle dans plusieurs de ses crimes. Granz est finalement jugé pour incitation au meurtre dans l'affaire d'Adolf Hanapel, l'apprenti menuisier de 17 ans disparu près de la gare de Hanovre en novembre 1923. Des témoins affirment avoir vu Granz aux côtés d'Harman au moment où il repérait le jeune garçon. Pendant les interrogatoires, Harman avait déclaré que ce meurtre, celui d'Adolf Hanapel, faisait partie des crimes commis à la demande de Granz pour récupérer les vêtements et effets personnels des victimes. Et sur la base de ces accusations, Hans Granz est également condamné à mort. Mais l'affaire prend un nouveau tournant lorsqu'une lettre écrite par Harman au père de Granz est retrouvée. Dans ce courrier, le tueur affirme que son amant est innocent, que même s'il était au courant des meurtres, il n'était pas concerné. L'arrivée de cette nouvelle pièce à conviction rebat les cartes et un second procès est alors organisé. Cette fois, Hans Granz échappera à la peine capitale et sera condamné à 12 ans de prison. Des années plus tard, sous le régime nazi, les autorités le considèrent toujours comme un criminel dangereux et l'envoient au camp de concentration de Sachsenhausen. Libéré après la Seconde Guerre mondiale en 1946, Hans Granz retourne finalement vivre à Hanovre. Il y restera jusqu'à sa mort en 1975. En février 1925, les restes des victimes de Fritz Harman sont inhumés ensemble dans une fosse commune du cimetière de Stöcken à Hanovre. 3 ans plus tard, un imposant mémorial de granit est érigé au-dessus de la sépulture collective. Les noms et les âges des victimes y sont gravés comme pour redonner une identité à ces jeunes hommes longtemps réduits à de simples ossements retrouvés dans la rivière. Même après sa mort, Fritz Harman continue de fasciner et de hanter l'Allemagne.
Après son exécution, des scientifiques conservent sa tête dans un bocal afin d'étudier son cerveau et tenter de comprendre ce qui pouvait se cacher derrière une telle violence. La tête restera exposée pendant des décennies dans une école de médecine de Göttingen, avant d'être finalement incinérée en 2014. L'affaire Arman provoque également d'immenses débats dans toute l'Allemagne. Au-delà de l'horreur des crimes, l'affaire révèle aussi les peurs, les préjugés et les failles d'une société allemande profondément marquée par le chaos de l'après-guerre. La peine de mort, la responsabilité des criminels souffrant de troubles mentaux, les erreurs de la police, mais aussi la place de l'homosexualité dans la société allemande. À une époque où les relations entre hommes sont encore illégales, certains commentateurs n'hésitent pas à établir un lien entre l'homosexualité d'Arman et ses crimes, alimentant les préjugés déjà largement répandus. Pour de nombreux militants et intellectuels de l'époque, l'affaire révèle au contraire le danger de confondre orientation sexuelle et criminalité. Un débat qui marquera durablement les discussions autour du paragraphe 175 du Code pénal allemand, qui criminalise les relations entre hommes. Cette loi, créée en 1871, ne sera définitivement abrogée qu'en 1994, après la réunification de l'Allemagne. Fritz Arman n'était pas un monstre caché dans une forêt ou une créature sortie d'un conte des frères Grimm. C'était un homme ordinaire, et c'est peut-être ça le plus effrayant. Un homme d'apparence normale qui vivait au cœur d'une grande ville, qui parlait avec la police, fréquentait les commissariats, qui croisait chaque jour des dizaines de personnes sans éveiller les soupçons. Pendant des années, il a profité du chaos, de la misère et de l'indifférence générale pour faire disparaître ses victimes presque sous les yeux de tout le monde. Arman n'était pas un génie du crime, il a bénéficié d'une succession d'échecs, de négligences et de circonstances favorables qui lui ont permis d'échapper aux autorités pendant des années. Et même aujourd'hui, plus d'un siècle après les faits, une question continue de hanter le souvenir de cette affaire. Combien de jeunes hommes ont réellement disparu dans les appartements du boucher de Hanovre ? Les os retrouvés dans la rivière Leine n'ont peut-être révélé qu'une partie de l'horreur. Car n'oubliez pas, la seule chose plus terrifiante que la fiction est la réalité.